Dès qu'il ouvre les yeux, il fige. Il n'est plus dans le réel, mais dans son jeu préféré, et ça empire. En regardant, il voit des gobelins massacrer des fermiers. Les villageois lui crient de fuir. À cet instant, une fenêtre système s'ouvre, demandant sa classe. Alan doit choisir stratégiquement. La plupart optent pour le combat, lui choisit le crafter. Dans le jeu, c'était une classe piège, les objets créés étaient faibles. Alan réalise que dans une réalité où ses connaissances se transmettent, il peut exploiter une mécanique, créer n'importe quoi s'il comprend sa structure physique. 156 chars. Alan, ayant étudié la technologie moderne et l'ingénierie, n'est pas limité aux outils médiévaux. Il tend les mains et utilise son mana pour créer un fusil d'assaut moderne, bien plus puissant qu'un personnage de niveau 1. 197 chars. Les villageois sont choqués de voir un crafté faible manier un appareil étrange. Alan arme son fusil et tire, criblant les gobelins de balles. Dans un monde médiéval, les crafters avec des armes modernes sont des dieux. Pour aider le village, Alan fabrique 2 fusils et les donne aux villageois. Bien qu'hésitant et craignant de toucher leurs alliés, le jeune homme explique qu'il a programmé une restriction pour ne blesser que les monstres. Il tire même sur un villageois pour prouver qu'elles sont sûres, au grand désarroi de l'homme. 188 chars. Alors que les villageois abattent les gobelins restants, une notification de montée en niveau apparaît. Alan réalise que quand d'autres utilisent son équipement pour tuer, une partie des points d'expérience revient à lui. 216 chars. Un villageois lui remet une pierre magique de feu d'un gobelin tombé. Ces pierres se vendent à des guildes, mais Alan préfère expérimenter avec ses compétences. Juste alors, un gros gobelin chevalier de niveau 13 apparaît. 218 chars. Les villageois voient que leurs fusils sont inutiles contre le bouclier et disent à Alan de fuir. Il saute et utilise la pierre magique pour créer. En utilisant l'énergie de la pierre, il crée un lance-roquettes puissant. Il vise et tire une frappe dévastatrice qui vaporise le boss dans une énorme explosion. Cette victoire le fait monter au niveau 4. Il note que les armes en pierre magique sont puissantes, mais cassent une fois vidées. Les villageois admirent le novice qui a vaincu un boss d'un coup. Alan, modeste, est le seul à pouvoir changer la guerre contre le roi démon. Il ne saisit pas encore son impact, mais il est plus déterminé que jamais. Dans cette nouvelle vie, il est sûr d'atteindre le sommet. L'histoire continue. Alan est dans un canyon face à un énorme golem. Bien qu'il soit niveau 13, il voit que cette bête de niveau 20 est bien plus grande que prévu. Il essaie de gérer la situation avec son fusil d'assaut noir, mais c'est décevant. Le golem en pierre ne subit que des éclats que le monstre répare avec une énergie verte. Notre protagoniste constate qu'avec une puissance d'attaque de 175, les frappes physiques ne suffisent pas à briser les défenses du golem. Ce défi l'amène à tester une nouvelle technique de crafting. Il ajoute un accessoire à son fusil, manifestant une fente en métal pour des matériaux magiques. En intégrant une pierre magique d'un golem, il vise à contourner l'armure naturelle de la créature. 192 chars. Le processus fait jaillir des éclairs bleus dans l'arme, lui donnant un aspect gris à motif. Cette modification confère à ses munitions un effet de perçage, permettant à ses tirs d'ignorer la défense physique. Lorsque le golem se jette, Alan tire un coup amélioré. La balle magique provoque une explosion qui réduit le monstre en 1000 cailloux. Cette victoire le fait passer au niveau 14. Il examine son équipement et remarque une limitation. L'arme reste intacte, mais la pierre magique se casse quand l'énergie est épuisée. C'est un soulagement, il doit juste remplacer la pierre consommable. En prenant une nouvelle pierre magique jaune, il atteint le niveau 15. Cette croissance rapide vient de plus que ses propres combats. Une notification révèle que les villageois qu'il a aidés ont défendu leur foyer contre une horde d'orques avec les fusils qu'il leur a donnés. Ayant voyagé pour distribuer ses armes modernes, Alan reçoit un flux constant de points d'expérience. 216 chars. Il voit cela comme un revenu passif, devenant plus fort et rendant le monde plus sûr. Il se sent justifié comme artisan. Cette croissance attire l'attention du siège de la Guilde des Aventuriers. Dans une salle,
des hauts fonctionnaires fixent un miroir magique montrant les données d'Alan, incrédule. Il doute qu'un novice passe du niveau 4 au 15 en 4 jours avec une classe jugée nulle. Pour enquêter, un homme brun projette le combat d'Alan contre le golem. Les spectateurs sont stupéfaits de voir un aventurier de niveau 15 détruire un monstre avec une technologie étrange. Il conclut que, malgré son bas niveau, sa puissance équivaut à un guerrier de niveau 50. Un homme sévère en lunettes observe, pensant qu'Alan est le candidat recherché par la guilde. Ignorant d'être observé, notre héros va dans un désert pour tester ses limites contre un ver de sable niveau 27. Sa haute vie et faible défense en font une cible idéale pour ses modificateurs. Il crée un pistolet puissant et y ajoute une option pour renforcer sa force. Par sécurité, il applique un accessoire de gel avec une pierre magique. Quand le ver attaque, Alan tire une rafale qui enferme la bête dans un pilier de glace. Le monstre gelé éclate, prouvant à Alan que sa profession divine peut abattre des boss avec un simple pistolet. Au crépuscule, il va en ville échanger ses pierres magiques contre de l'argent. Il présente une montagne de gemmes au comptoir de la guilde, laissant la réceptionniste muette. Quand il dit être Alan, elle change d'attitude et s'enfuit, le laissant perplexe. Soudain, des gardes en armure bleue et argentée envahissent la pièce. Un garde argenté lui dit qu'il est suspect et doit aller au siège. Avant qu'Alan puisse même traiter la situation ou se défendre, des chaînes magiques bleues s'enroulent autour de son corps, plaçant le puissant crafté en état d'arrestation. Dans une salle de la guilde, des hauts fonctionnaires entourent une table. Alan, enchaîné magiquement, est au centre. Le maître ordonne sa libération, brisant les liens. La magie dissipée, le maître confirme l'identité du jeune homme et s'excuse pour l'accueil brusque, intrigué par sa rapide progression. Alan semble indifférent à son arrestation, frottant ses poignets en demandant ce que la guilde veut. Un membre du conseil frappe la table et exige des détails techniques sur une arme appelée pistolet. Alan refuse d'expliquer, notant que la technologie dépasse la compréhension ici. Cela provoque une remarque condescendante d'un autre membre, suggérant qu'un simple crafté exagère l'importance de l'arme. Voyant la provocation, notre héros montre un exemple. Il active son pouvoir et fait apparaître un fusil d'assaut moderne dans un tourbillon d'énergie bleue. Lorsque l'arme flotte sur la table, les membres du conseil découvrent son statut et sont horrifiés de voir une puissance d'attaque de 50, réalisant qu'elle a le potentiel destructeur d'un chevalier de haut rang. Alors que les officiels sont sous le choc, Alan se tourne pour partir, déclarant qu'il est occupé à poursuivre un cap de niveau 9999. Le maître l'arrête pour lui demander si son but est de vaincre le roi démon. Alan admet qu'il compte gérer la menace, surtout vu les ravages de l'armée des démons à la ville humaine. Il leur dit de prendre rendez-vous la prochaine fois et se prépare à sortir. Avant qu'ils partent, le maître suggère de rejoindre un clan d'aventuriers pour une montée en puissance plus efficace et propose de l'introduire à un groupe à rank. Cela provoque une dispute parmi les membres du conseil qui essaient de le recruter. Alan fait taire le chaos en expliquant qu'il n'est pas intéressé à rejoindre un groupe, préférant se déplacer librement. Les officiels, stupéfaits, acceptent son refus et il quitte la pièce. Le maître de la guilde convoque les meilleurs forgerons pour analyser le fusil, ne pouvant croire qu'un crafté de niveau 15 puisse produire une telle machine. La scène se déplace à l'entrée du donjon de la mine du loup, où une foule d'aventuriers s'est rassemblée. Alan remarque que même ici, les donjons extérieurs sont toujours animés. Lorsqu'un recruteur de groupe essaie de l'inviter, il aperçoit son niveau 15 et s'enfuit, avertissant les autres que le garçon est trop faible pour un donjon de niveau 25. Alan ignore les insultes. Sachant que combattre des ennemis 10 niveaux au-dessus est le moyen le plus efficace de progresser, un cri de femme perce la foule. Un épéiste nommé Lucas a coincé une prêtresse nommée Emma et essaie de la forcer à rejoindre son groupe. Les aventuriers autour chuchotent de peur, reconnaissant que Lucas est un tyran notoire qui s'en prend aux femmes dans les donjons. Lorsqu'Emma essaie de refuser, Lucas et ses sbires deviennent plus agressifs. Pour stopper le harcèlement, Alan utilise son pouvoir de craft pour faire apparaître une énorme main en bronze du sol, écrasant Lucas. Notre héros passe tranquillement devant la fille tremblante,
affirmant que la statue en bronze n'était qu'un tir raté lors d'un test de craft. Cela met Lucas en colère, qui se redresse et sort une épée à 2 mains pour tuer celui qui l'a embarrassé. Cependant, réalisant qu'Alan n'est qu'à niveau 15, l'épéiste décide que tuer un adversaire aussi faible ruinerait sa réputation et rengaine son arme. Alors qu'Alan essaie de s'éloigner avec Emma, Lucas bloque leur chemin vers le donjon. Il propose un concours de vitesse pour voir qui peut terminer le donjon le plus rapidement, déclarant que s'il gagne, il frappera Alan et prendra Emma comme prix. Malgré les protestations des filles sur l'injustice, notre héros soupire et accepte le défi. Il dit à Lucas qu'il ne se soucie pas d'une récompense, car vaincre un petit joueur comme lui ne représenterait pas grand-chose. Cette insulte franche laisse l'épéiste paralysé de rage, voyant Alan comme un arrogant qui ne comprend pas l'écart de puissance. Plus tard, à l'entrée de la mine du loup, l'atmosphère est tendue à cause de l'écart de niveau d'Alan. Emma le regarde avec inquiétude, car il est niveau 15, alors que la force recommandée est de 25. Notre garçon reste impassible, expliquant qu'il avait prévu de chasser ici depuis le début. En marchant vers le portail bleu, Lucas suggère moqueusement qu'un joueur solo comme Alan devrait recruter des sous-fifres pour l'aider. Notre protagoniste s'arrête juste assez longtemps pour lancer une insulte cinglante, soulignant que pour un niveau 65, Lucas semble incapable de faire quoi que ce soit sans des suiveurs. Cette remarque laisse l'épéiste en rage, tandis que le jeune crafté l'ignore et continue vers l'entrée. Emma, déterminée à ne pas laisser Alan affronter le danger seul, lui envoie une invitation numérique à rejoindre son groupe. Bien qu'il hésite d'abord à décliner, elle s'accroche à son bras et implore de l'accompagner, se sentant responsable de la situation actuelle. Reconnaissant sa ténacité, le gars soupire et accepte. Avant d'entrer, Lucas lance un dernier commentaire malveillant sur ses intentions envers Emma. Impassible, notre héros voit que le record du donjon est de 19 minutes. Il est sûr de le battre facilement. En entrant dans les sombres couloirs de la mine, le duo est assailli par des chauves-souris, des chenilles et des guerriers morts-vivants. Le nombre de monstres terrifie Emma, qui pense qu'ils n'ont aucune chance de percer. Alan voit la horde comme une bande de sous-fifres et dit à sa compagne de ranger son bâton. Étant dans son groupe, il décide qu'elle doit se battre correctement. Il active son pouvoir de craft, faisant apparaître des mitrailleuses dans ses mains. Emma est stupéfaite par la puissance d'attaque des armes, mais Alan explique qu'il est le seul à pouvoir manifester. Alors qu'Emma commence à tirer, elle est rapidement submergée par le recul intense qu'il a délibérément intégré aux armes. Notre protagoniste explique qu'avec les zombies si densément regroupés, elle touchera quelque chose même si elle tire au hasard. Il lui dit d'arrêter de parler pour foncer au boss. Pendant ce temps, Lucas et son groupe ont dégagé leur chemin. Un compagnon dit que Lucas a provoqué Alan, car ce donjon a un boss spécial pour les débutants. L'épéiste sourit, espérant que le débutant sera tué pour se venger de son humiliation. Alan et Emma atteignent les portes de la forêt en moins de 10 minutes. Notre héros déclare qu'ils auraient pu finir 2 fois plus vite si Emma n'avait pas déclenché autant de pièges en chemin. Bien qu'il ait gagné 3 niveaux lors de la traversée, Emma n'en a gagné qu'un, amenant Alan à réaliser que son revenu passif des fermiers fournit bien plus d'expérience que le donjon classique. Emma veut finir l'attaque et le presse. Les portes s'ouvrent, révélant 2 figures massives dans la brume violette, la reine et le roi loup-garou, un double boss pour débutants. Les loups-garous foncent, et Alan comprend qu'ils sont les pires adversaires pour des armes à feu. Il dit à Emma de tirer pour le couvrir. Elle tire vite, mais les créatures esquivent tout. Les ennemis se séparent pour les flanquer. Il affronte le roi et laisse la reine à Emma, malgré ses cris qu'elle ne peut viser une cible mouvante. La reine loup-garou se jette vers la prêtresse craintive. Alan sy attendate. Il reste calme, serre le poing et l'énergie pixelise autour de sa main, lui permettant de déclencher son pouvoir à distance. Des mâchoires magiques d'énergie se referment sur les jambes du roi et de la reine loup-garou. Ce piège s'enfonce dans leur chair, faisant gicler le sang alors qu'ils s'écrasent au sol. Emma regarde, tremblante, car les monstres sont immobilisés. Alan se tourne vers elle avec calme et explique qu'il avait juste besoin de quelques secondes. La prêtresse fixe les monstres immobilisés, incrédule, car elle ignorait que le craft pouvait contrôler la foule ainsi. Notre héros est satisfait,
confirmant que ses tests de craft à distance ont réussi. Il se concentre sur le roi loup-garou et sort un pistolet noir. Le monstre étant lié, Alan le considère comme un simple mob. Avec froideur, il tire et met fin à sa vie. Alors que les restes du boss se dispersent en particules violettes, notre gars ramasse une pierre magique au sol. Emma court vers lui, agitant ses mitraillettes, annonçant qu'elle a aussi terminé l'arène. Une notification apparaît pour annoncer qu'ils ont terminé la mine de loup en 9 minutes et 48 secondes. C'est un nouveau record, et la prêtresse rayonne de joie. Alan note le temps et décide qu'il reviendra plus tard pour battre ce record en solo. Le donjon terminé, il se dirige vers le portail bleu. Dehors, les villageois remercient d'autres aventuriers. En traversant la foule, la prêtresse s'interroge sur la mitraillette qu'elle tient. Alan lui dit qu'elle peut continuer à l'utiliser. Leur présence attire l'attention des aventuriers qui les reconnaissent. Ils pensent qu'il est impossible qu'ils aient fini si vite et se moquent, suggérant que les débutants ont fui. Notre gars s'arrête et se retourne pour les corriger, affirmant qu'ils ont terminé le donjon. Cette affirmation fait rire les autres aventuriers, pensant qu'il ment pour sauver la face. Il propose de ne pas dire à Lucas leur prétendue lâcheté s'il est honnête. Alan reste impassible et leur dit de vérifier le cristal des records derrière eux, car leur nom devrait y figurer. Les sceptiques pensent que c'est une blague, car un crafté de niveau 15 ne devrait pas établir un record. Quand un homme touche le cristal, ses yeux s'écarquillent en voyant le classement. La foule est figée de choc en découvrant qu'Alan et Emma ont établi un record de 9 minutes et 48 secondes. Ils ne comprennent pas comment une classe faible accomplit cela si vite. Notre héros donne un indice en manifestant plusieurs armes et explique que ces armes uniques sont la réponse à leur confusion. Un aventurier examine la mitraillette et est surpris de voir une puissance d'attaque de 153, très élevée pour leur niveau. Emma montre avec joie à quel point l'arme est facile à utiliser, tandis que la foule devient frénétique. Alan s'éloigne pour ne pas perdre de temps et passe devant une fille aux longs cheveux blancs et vêtue de rouge qui l'observe avec des yeux jaunes. Elle reste silencieuse alors qu'il disparaît. Quelques dizaines de minutes plus tard, Lucas et son groupe émergent du portail du donjon, épuisés mais confiants. Ayant terminé en moins de 50 minutes, le maître épéiste est sûr d'avoir gagné. Ses compagnons rient, suggérant que les gamins sont probablement morts. L'aventurier qui a vérifié le cristal informe Lucas que ses adversaires sont déjà rentrés. Le maître épéiste rit, pensant qu'ils ont fui. Mais l'homme le corrige, expliquant qu'ils ont terminé le donjon. Lucas refuse de croire que 2 perdants ont battu son temps, mais l'aventurier insiste qu'ils l'ont fait plus vite que quiconque. En voyant les noms d'Alan et d'Emma à côté des 9 minutes, son visage pâlit de terreur. Réalisant qu'il a été vaincu par quelqu'un qu'il méprisait, Lucas tombe à genoux et crie de rage. Il examine un dossier avec des photos d'Alan et de ses armes modernes, notant que sa force record fait de lui un vrai concurrent. Il convoque un assassin masqué pour discuter d'une demande. L'homme glisse le dossier dans un sac de pièces, indiquant que le jeune crafté est devenu une cible majeure avec un ordre final: tuer Alan. Méfiante des représailles de Lucas, Emma décide de déplacer sa base. Dans une cour close, elle s'incline pour remercier Alan de sa protection. Quand Alan propose de chasser le bully, Emma refuse avec détermination, affirmant qu'elle doit se tenir sur ses propres pieds. Avec une dernière étincelle, Emma plaisante en lui demandant de ne pas briser son record de la mine de loup avant de s'éloigner. Une notification confirme qu'Emma a quitté le groupe. Maintenant au niveau 24, il tend la main et permet à l'énergie de tourbillonner autour de lui en activant sa compétence de craft. Il pense que son efficacité future dépend de cette activation. Alan vérifie l'extérieur, puis entre dans le cockpit. Les écrans et commandes sont parfaits. Mais quand il ordonne d'avancer, le véhicule reste immobile. Il réalise qu'il peut créer des structures complexes comme un AK-47, mais pas des choses amorphes comme l'eau ou l'électricité. Heureusement, cet échec était prévu et il a une contre-mesure prête.
Puisque le monde de Zero Fantasy Online utilise des pierres magiques comme source d'énergie, il en déduit que ces machines modernes devraient fonctionner avec elles. Il presse une pierre magique verte dans le tableau de bord et le char rugit à la vie. La victoire est brève, le moteur s'arrête avec un nuage de fumée. En vérifiant, il voit que la pierre est brisée en éclats. Il réalise qu'il n'a pas encore le pouvoir personnel pour manipuler un char, car une machine de cette taille nécessite des pierres magiques de meilleure qualité. Malgré ce revers, il est rassuré que les pierres magiques puissent fournir de l'énergie. Il tente plus petit, il tend la main, crée un drone vocal à 4 rotors qui s'élèvent. Survolant les falaises, Alan suit un flux vidéo sur sa tablette. Il pense armer le drone pour le combat. Il voit des silhouettes cachées derrière les rochers. Conscient d'être observé, il pense aux voyous de la mine et sent une forte soif de sang. Alan, mal à l'aise d'être observé, sort une mitraillette et court vers les silhouettes pour leur demander ce qu'elles veulent. 5 assassins encapuchonnés le voient venir. Vétéran niveau 65, ils pensent qu'un joueur faible ne peut les détecter. Leur confiance s'effondre quand Alan surgit derrière eux. Le groupe sursaute, et le chef, cheveux gris et masque violet, ordonne de tuer le garçon. Un assassin craint la vitesse de l'arme d'Alan, mais le chef ignore cela. Il croit qu'Alan ne peut pas blesser les humains avec ses armes, car leur cible est au niveau 20. Notre héros les fixe d'un regard froid et dit au leader qu'il se trompe, l'appelant idiot. 196 chars. Les assassins entourent Alan au bord du canyon, et le leader traite son équipe de lâches avant qu'ils ne disparaissent. Alan comprend qu'il fait face à des pros, mais reste calme car il a une arme adaptée au tir rapide. 217 chars. Un assassin bondit avec une lame, disant que l'arme ne fera rien. Alan se retourne et tire. La mitrailleuse crépite, criblant les 5 hommes et éclaboussant le sol de sang. Les hommes tombent, notre héros dit qu'ils auraient dû mieux prévoir pour défier une mitrailleuse. Il s'approche du chef ensanglanté, tremblant d'incrédulité. Alan dit qu'il met une sécurité sur ses armes pour éviter les accidents, mais l'a retirée car il semblait suspect. Il vise l'homme et demande qui les a engagés. Le chef sourit sinistrement et dit qu'ils exécutent les contrats. Il dit à Alan qu'il n'a rien fait de mal, mais qu'un gros bonnet veut sa mort car il est trop fort. Avant qu'Alan n'en sache plus, l'assassin mord une pilule de poison et meurt. Le corps dissous, Alan se demande pourquoi on craint un joueur de niveau 24. Ses pensées sont coupées par une fille aux longs cheveux blancs. Elle le félicite d'avoir vaincu des assassins et demande si elle est avec eux. Elle rit et dit être de son côté. Melissa propose un partenariat, disant qu'une alliance serait utile. Alan refuse d'un regard désinvolte, affirmant qu'il n'a jamais besoin d'équipe. Un souvenir d'Emma dans la mine de loup lui revient, lui faisant réaliser qu'il a déjà travaillé avec quelqu'un. Melissa, agacée par son attitude, change vite de tactique. Sur les restes des assassins, elle révèle avoir des infos sur ceux qui les ont engagés et propose de les partager contre sa coopération. Alan se retourne, l'air intense. Avant de répondre, Melissa vérifie s'il est l'aventurier recordman de la mine de loup. Il trouve la question inutile et lui suggère de vérifier son statut, mais elle souligne qu'il a caché ses informations, réalisant qu'il a probablement modifié le paramètre par accident à cause de sa notoriété croissante. 208 chars. Lorsque l'écran de statut apparaît, Melissa est choquée de découvrir que le héros qui a nettoyé un donjon de haut niveau en un temps record est seulement niveau 24. Elle s'attendait à ce qu'il soit au moins niveau 80. 197 chars. Elle doit montrer son statut, révélant qu'elle est sorcière niveau 50. Après les présentations, Alan ramène la conversation sur le contrat sur sa tête. Melissa confirme qu'elle veut quelque chose pour le nom du coupable. Dans les nuages flotte le château céleste, un donjon de niveau 50. Elle explique que la zone est dangereuse, remplie de monstres et de boss aléatoires,
rendant impossible la préparation à des rencontres spécifiques, car le château regorge de pièges mortels pouvant tuer instantanément des vétérans. 208 chars. La difficulté est extrême. Au fond du donjon, il y a le dragon de cristal, un boss d'un autre niveau. La sorcière veut qu'Alan l'aide à récupérer l'orbe de jade, un matériau rare lâché par le boss final. Bien qu'elle doute qu'un joueur de niveau 24 survive, notre héros accepte l'accord sans hésiter. Cela choque Mélissa, qui se demande s'il a entendu ses avertissements sur le niveau et le danger. Alan minimise ses craintes, disant qu'il connaît mieux le donjon. En secret. Il active sa compétence et crée un drone à 4 rotors, alimenté par une pierre magique bleue. Mélissa, confuse, regarde l'appareil s'animer et obéir. Le château étant très haut, les aventuriers doivent demander un rite de téléportation. Alan comprend que c'est comme parler à un PNJ du jeu original. Le rite exige un niveau strict, donc les joueurs sous le niveau 40 sont bloqués. Comme il est niveau 24, Mélissa pense qu'ils sont coincés. Il prévoit d'utiliser une source d'énergie différente. La sorcière est perplexe, regardant par-dessus son épaule. Alan doit lui faire comprendre que la source d'énergie pour leur voyage, c'est Mélissa elle-même. Elle propose de prendre 3 mois pour faire monter Alan à 40, mais il refuse d'attendre. Il veut être le premier à atteindre le niveau 999 et ne laissera pas des détails le ralentir. Mélissa trouve cela irréaliste, mais le jeune artisan commence à analyser les mécanismes du monde. Il raisonne que, bien que le château soit trop haut pour la magie de vol standard, il doit y. Elle active son pouvoir et crée un drone à 4 rotors, alimenté par une pierre magique bleue. Une fois qu'elle recouvre ses bras de flamme orange, l'air à l'intérieur du ballon se réchauffe et le panier s'élève soudainement du sol. Mélissa est terrifiée par cette montée soudaine, mais Alan explique calmement qu'il flotte à cause de la différence de densité de l'air. Il l'avertit qu'elle doit maintenir le feu jusqu'à ce qu'ils atteignent le donjon, car l'air refroidissant les ferait tomber à mort. Bien qu'elle s'inquiète de gaspiller son mana avant le combat, il la rassure en disant qu'il s'occupera de tous les ennemis qu'ils rencontreront. Il prévoit d'utiliser une source d'énergie différente. Cela laisse la sorcière confuse. Alan doit qu'elle comprenne son plan et précise que la source d'énergie pour leur voyage, c'est Mélissa elle-même. Choqué, il lui rappelle qu'une sorcière contrôle feu et vent. Il veut ses pouvoirs comme carburant. Il active sa magie en particules bleues pour créer une solution. Un grand panier en osier et du tissu blanc apparaissent, c'est une montgolfière. Il dit à Mélissa de monter et d'utiliser sa magie du vent pour le gonfler. Elle concentre son pouvoir, envoie un vent vert pour gonfler le ballon. Alan dit de chauffer l'air pour monter et propose le sort main de flamme, peu gourmand en mana. Ses bras en flamme orange, l'air chauffe et le panier s'élève. Mélissa, terrifiée, entend Alan expliquer qu'il flotte grâce à la densité de l'air. Il lui dit de garder le feu allumé jusqu'au donjon, sinon il tomberait. Elle craint de gaspiller son mana avant le combat, mais il la rassure, il s'occupera des ennemis. L'ingéniosité d'Alan suscite la curiosité de Mélissa. Malgré son bas niveau, elle croit qu'ils peuvent réussir ce donjon ensemble. Ils arrivent aux portes de pierre du château du ciel cristallin. Épuisés après avoir alimenté leur vol, Alan la félicite. En entrant, il voit d'autres groupes d'aventuriers à l'intérieur. Le héros note que c'est un donjon ouvert, donc ils sont en compétition. Un groupe en tête les expulserait, donc il décide d'ignorer les monstres faibles et de foncer. En courant, Mélissa décrit les 3 étages. Elle est choquée qu'Alan sache déjà qu'ils doivent collecter 3 cristaux au rez-de-chaussée. Il refuse de dire comment il le sait, lui rappelant son propre comportement secret. Leur progression s'arrête quand ils tournent un coin et trouvent des aventuriers bloqués par un minotaure des abysses de niveau 45. Mélissa suggère un autre étage, mais Alan refuse de perdre du temps. Alan passe devant les aventuriers et leur dit de s'écarter s'ils ne veulent pas se battre. Les autres guerriers se moquent de lui en voyant son bas niveau, l'invitant à affronter le boss.
Pendant que Mélissa l'avertit que son mana n'est pas rétabli, notre héros reste calme. Il sort une pierre magique d'un verre des sables et active son talent de craft. Un lanceur apparaît dans ses bras, avec une puissance d'attaque de plus de 30 000. Alors que le Minotaure rugit, Alan tire avec une expression froide. Une explosion massive engloutit le boss. Les aventuriers sont sidérés par ce tir. Une notification confirme la défaite du boss. Alan passe niveau 25. Pendant que les autres peinent à comprendre, Alan ramasse calmement le cristal jaune et une nouvelle pierre magique dans les restes du monstre. Il se précipite vers la zone suivante, laissant Mélissa stupéfaite se demander si le métier de crafter est vraiment nul. Ils atteignent un rebord surplombant le chemin de l'abysse. Les aventuriers sont bloqués, le sol semble coupé. Notre héros dit que le chemin est transparent. Pour prouver le danger, il voit un homme tomber. Alan dit qu'utiliser un bâton attirerait les autres. Mélissa propose de faire un pont, mais le jeune homme dit que si c'était possible, on aurait utilisé la magie de vol. Il lui demande d'essayer un sort, et elle voit que la magie est bloquée ici. Alan ne peut pas utiliser son craft, mais reste confiant et prépare une autre solution. Il est prêt à avancer avec 2 cristaux à trouver pour atteindre les étages intermédiaires. La restriction magique l'empêche d'utiliser son pouvoir de craft, mais il sort des objets de son inventaire. Il manifeste un appareil bleu à plusieurs lentilles, ce qui intrigue Mélissa. Alan explique que ce sont des lunettes de nuit créées avec une pierre magique de chauve-souris maléfique. Elle détecte l'infrarouge et révèle le chemin caché. Mélissa est choquée, se souvenant d'un moment en montgolfière où le héros était concentré sur le craft. Elle comprend que son partenaire connaît le donjon, ce qui est surprenant pour un novice. Avec les lunettes, Alan voit un labyrinthe vers montrant le sol. Pour gagner du temps et éviter de tomber, il prend Mélissa dans ses bras. Elle panique, il lui dit de se taire pour éviter de se mordre. Puis, il court dans le vide sur le chemin invisible à toute vitesse. Les autres aventuriers ne peuvent qu'observer avec incrédulité un joueur de bas niveau semblant voler à travers l'abîme. Mélissa lui demande de ralentir, mais Alan reste calme jusqu'à ce qu'ils atterrissent en toute sécurité de l'autre côté. 220 chars. Notre héros dit que les 2 chemins mènent à un cristal, mais rester ensemble assure la sécurité de Mélissa. Sans elle, il perd ses infos sur les assassins. Cette logique les pousse vers le chemin de la condamnation, un pont étroit gardé par d'énormes faux ensanglantés. Avec la restriction magique levée, Alan sort un fusil et tire plusieurs balles puissantes, détruisant les pièges. 210 chars. Mélissa est soulagée que sa magie revienne, et il court vers la salle des précipices. Devant un mur immense, il voit une boue violette glissante, rendant l'escalade impossible. Mélissa propose la montgolfière, mais Alan dit que c'est excessif. Il utilise sa compétence pour créer une plateforme métallique avec elle et panneaux de contrôle. Il présente un ascenseur, un concept nouveau pour Mélissa. En appuyant sur un bouton, la plateforme les monte au sommet pour récupérer le 2e cristal. La quête du dernier cristal les conduit à la salle du marais toxique, une grotte avec un lac vert empoisonné. Mélissa espère une invention, mais Alan fabrique juste un bateau en bois. Il dit qu'une solution simple convient à un problème simple, mais il oublie les rames. Cela oblige Mélissa à utiliser sa magie du vent pour propulser le bateau sur le lac toxique. Elle trouve la tâche inégale, mais ils atteignent vite le piédestal et prennent le 3e cristal. Mélissa pense à la facilité du voyage. Alan attribue leur succès à la profession de craft, mais la sorcière réalise que c'est lui qui est exceptionnel. Elle le regarde s'éloigner, convaincue d'assister à l'essor d'un aventurier qui marquera l'histoire. 199 chars. Peu après, ils arrivent dans la salle de transfert. Alan insère 3 cristaux lumineux dans un piédestal, déclenchant un rite qui les téléporte aux étages intermédiaires. Notre héros trouve la disposition étrange, comme un donjon dans un donjon, une poupée russe. Mélissa demande ce que c'est,
il promet d'en faire une après le château. Avant de passer le dernier portail, l'expression de Mélissa devient sérieuse. Elle l'arrête, place sa main sur sa poitrine et lui propose un match avant d'aller plus loin. Puisqu'elle a recueilli des informations sur les étages intermédiaires, elle comprend que la première section est une chambre sombre remplie d'un essaim de monstres faibles. Elle propose une compétition pour voir qui peut abattre le plus d'ennemis. 219 chars. Alan la fixe, notant que les conditions lui sont favorables, car son rôle de sorcier est pour les attaques de zone, alors que ses armes visent une cible. Mélissa est provocante, disant que sa magie dépasse le transport et qu'elle veut prouver la valeur de sa classe. Alan accepte le défi, pensant qu'une compétition les fera avancer plus vite. Ils conviennent que le perdant devra offrir une potion de haut niveau au gagnant une fois terminée. En entrant dans le premier étage de la section intermédiaire, le duo est confronté. Dès le début, Mélissa s'enveloppe d'énergie sombre et déclenche la nébuleuse noire, une explosion violette qui balaie l'armée, renforçant sa confiance. Le jeune craftsman s'avance et crée une énorme mitrailleuse d'une puissance d'attaque de 500. Bien qu'immobile en tirant, son chargement auto et sa cadence détruisent les monstres comme un couteau dans du beurre. Mélissa est choquée. Cette technologie surpasse la magie. Malgré son refus, l'écart d'efficacité est évident. 2 minutes plus tard, les tableaux holographiques affichent les résultats. Alan a fait 811 kills, tandis que Mélissa en a 689. Notre héros se tient calmement sur la horde vaincue, tandis que la sorcière, épuisée, n'en revient pas d'avoir perdu. Il lui dit de ne pas se décourager, elle a juste choisi le mauvais adversaire. Mélissa le regarde s'éloigner, réalisant pleinement qu'elle a affaire à un cas à part qui défie la logique de leur monde. Ils passent dans les halls de pierre du deuxième étage intermédiaire, qu'Alan identifie comme le dernier obstacle avant la chambre du dragon de cristal. Mélissa trouve le donjon facile avec lui malgré sa difficulté, mais une lumière éclatante interrompt leur échange. Un ogre de cristal sur un manticore apparaît, tous deux niveau 50. Mélissa pense qu'il faut séparer le duo pour contrer leurs attaques. Alan a une solution plus directe. Il fabrique un lance-roquette noir, mais Mélissa note que sa puissance de 16 000 est inférieure à celle d'avant. Notre héros dit que c'est une version standard, donc elle ne cassera pas après un tir. En chargeant, Alan voit que le manticore esquive bien et évitera l'attaque frontale. Cela l'oblige à changer de tactique, il demande à Mélissa de geler le sol avec sa magie. Une fois le sol glissant, la bête doit sauter pour garder son élan. C'est exactement ce que notre héros voulait, car une créature sans aile n'a pas de mobilité en l'air. Il vise un tir direct pour finir le combat, mais l'ogre utilise le dos du manticore comme tremplin pour s'élever. La roquette vaporise le manticore dans une explosion, mais l'ogre reste indemne et descend du plafond avec son gourdin levé. Notre héros est surpris par un mouvement qui ne devrait pas exister dans la logique du jeu. L'ombre de l'ogre le couvre, Mélissa panique en sachant qu'Alan est niveau 25 et sans armure. Elle réalise qu'un coup d'un boss niveau 50 le tuera instantanément. Dans un dernier effort pour le sauver, elle court, espérant prendre le coup, mais réalise avec horreur qu'elle n'arrivera pas à temps. Mélissa tend la main en criant le nom d'Alan alors que l'ogre descend avec son gourdin. La bête met tout son poids dans un coup destiné à mettre fin au combat. Malgré la menace, notre héros tient bon et vise un pistolet vers le monstre. Il reste calme, notant que l'ogre a utilisé le manticore pour éviter son premier tir, mais la situation actuelle reste dans ses prévisions. Une explosion remplit la zone, suivie d'une notification indiquant que son arme se recharge. Alan est confiant car il avait prévu ce timing dans son plan. Une seconde explosion de feu éclate, forçant Mélissa à se protéger les yeux. La fumée se dissipe et un insigne apparaît, confirmant qu'Alan atteint le niveau 26. Il soupire de soulagement, le résultat est exactement ce qu'il anticipait. Mélissa le regarde, étonnée qu'il ait pu tirer à nouveau, alors qu'elle pensait qu'il était à court de munitions. Alan explique que son lance-roquette a une fonction de rechargement automatique qui se déclenche à 0. Il lui avoue que la situation était dangereuse, notant que s'il n'avait pas terminé le rechargement à temps, il serait mort.
Bien que Mélissa le trouve calme après avoir frôlé la mort, le jeune artisan explique qu'il agit avec sang-froid car il avait prévu le second tir avant le combat. Après avoir ramassé une pierre magique violette, ils se concentrent sur leur objectif final, le dragon cristal. Mélissa le regarde, se rappelant avoir vu de nombreux aventuriers puissants, mais aucun avec sa confiance. Elle réalise que cette force unique est pourquoi des figures de haut rang ciblent sa vie. Le duo arrive aux étages supérieurs du château, devant une immense porte dorée. Alors que Mélissa se prépare pour un dernier combat derrière la porte, Alan l'arrête et lui dit que c'est juste un décor. Cet étage utilise un système de portail, et comme il n'est pas visible, cela signifie que quelqu'un est déjà à l'intérieur. Cette nouvelle stresse Mélissa, craignant qu'ils ne doivent tout recommencer si une autre équipe nettoie le donjon en premier. Notre héros lui dit que paniquer est inutile et propose de s'asseoir pour élaborer une stratégie. Il l'avertit que le dragon cristal est un monstre de classe épique, supérieur à un boss standard. Ces créatures ont des traits uniques, et le dragon a un plafond de dégâts qui annule tout pouvoir au-delà d'une certaine limite. Cela rend la puissance d'Alan moins efficace, les forçant à s'appuyer sur un plan spécifique. Il demande à Mélissa de se concentrer sur l'élimination des vagues de petits ennemis pendant qu'il s'occupe du boss. Soudain, le portail bleu s'active, signalant que le combat de l'équipe précédente est terminé. Alan déduit que les autres aventuriers ont probablement été anéantis, car échapper à la salle du boss est impossible. Bien que Mélissa soit nerveuse à l'idée de faire face à un ennemi qui vient d'anéantir une équipe, notre héros la rassure en disant qu'ils gagneront s'ils suivent la stratégie. En passant à travers le portail, il se rappelle qu'il ne peut pas mourir avant d'atteindre le niveau maximum. Ils émergent dans une immense arène remplie de corps d'aventuriers tombés. Avant qu'il ne puisse s'attarder, une énergie sombre jaillit du sol et le colossal dragon cristal apparaît, rugissant. Alors que des sbires bleus les entourent, Alan dit à Mélissa de ne pas laisser la pression l'affecter. Il matérialise un énorme lance-gatling et commence à tirer des balles à grande vitesse. Il sait que le plafond de dégâts est un problème pour des frappes lourdes, mais le volume de tir d'un lance-gatling est le contre parfait. Mélissa admire Alan qui maîtrise le boss épique et lance sa magie pour éliminer les mobs. Mais son arme clique, il n'a plus de munitions. Le dragon cristal s'envole pour sa flamme de mort noire. L'énergie violette s'accumule, Alan crie à Mélissa de reculer. Il bondit et utilise sa capacité de fabrication pour matérialiser un bouclier en métal résistant au feu. Blotti derrière le bouclier, Alan explique qu'ils peuvent survivre à l'attaque mortelle s'ils évitent le contact avec les flammes. Il attend que son arme recharge pour contre-attaquer. Malheureusement, le plan tourne mal lorsque des fissures apparaissent sur le bouclier. Notre héros regarde, réalisant que sa durabilité est insuffisante pour contenir la puissance du dragon. La barrière se brise, les projetant tous les deux en arrière alors que le dragon attaque. Refusant de mourir ici, les yeux d'Alan se remplissent de rage. Il tend la main alors que des éclairs d'énergie explosent autour de lui, activant sa compétence de fabrication avec une poussée désespérée. À la fin de l'activation, Alan tient un cylindre rouge, laissant Mélissa perplexe. Elle exige de savoir ce qu'est cet objet, et il l'identifie calmement comme. Pour affronter une menace, il a fusionné l'appareil avec une pierre magique d'ogre. Incertain qu'un outil ménager arrête un monstre, il mise tout et court vers le dragon. Il dirige la buse et libère une mousse blanche massive. Le jet frappe les flammes, créant une onde qui engloutit le souffle du dragon. Mélissa est stupéfaite qu'une telle attaque soit neutralisée par un appareil si étrange. Pendant que sa compagne reste bouche bée, Alan jette l'extincteur de côté et explique que ce n'est pas une arme, mais simplement un outil pour son usage prévu. Le danger passé, notre héros reprend le lance-gatling rechargé et annonce qu'il est temps de contre-attaquer. Il tire, déclenchant une rafale de balles qui fait chuter la santé du dragon. Voyant la stratégie marcher, Mélissa court vers lui. Il lui crie d'ignorer les petits ennemis pour concentrer leurs forces sur le boss. Une notification confirme que le dragon est vaincu, propulsant notre héros au niveau 27 et Mélissa au niveau 51. L'arène se calme, et Mélissa remarque qu'Alan semble étrangement imperturbable malgré le danger. Le jeune homme balaie le commentaire,
disant que gagner est tout ce qui compte avant de ramasser une pierre magique au sol. Quand Mélissa lui demande l'ORB Jade, il désigne un coffre au trésor apparu après la mort du boss. Il explique le fonctionnement des récompenses de donjon et regarde Mélissa ouvrir le coffre pour y trouver un artefact en forme de cœur rouge. Juste quand la sorcière tend la main, l'attitude d'Alan change. Il sort un pistolet et le pointe sur sa tête avec une expression sombre. Il l'avertit qu'en prenant l'ORB, le donjon les téléportera. Il n'a pas oublié leur accord et exige de savoir qui a envoyé les assassins. Mélissa soupire et lui demande de ranger son arme, promettant de tenir sa part. Après qu'Alan ait baissé son arme, elle révèle qu'elle ne sait pas qui est derrière l'assassinat. Cela pousse Alan à lever à nouveau son arme, en colère. Mais Mélissa précise qu'elle a identifié l'organisation impliquée. Alan expire et écoute Mélissa révéler que les coupables appartiennent à la guilde des aventuriers. Cette nouvelle choque notre héros, car le but principal de la guilde est de vaincre le roi démon. Elle explique qu'Alan, trop fort pour son niveau, menace le statu quo. Si le roi démon est vaincu, le monde devient paisible et la guilde serait dissoute. Certains membres assassinent donc des aventuriers talentueux pour protéger leurs emplois et leur influence. Notre héros réalise que cela correspond à ce que l'assassin dans le désert lui a dit sur les gros bonnets n'appréciant pas sa force. Mélissa ajoute qu'il existe une faction dans la guilde appelée la faction des restes du roi démon. Ces individus ne veulent pas que la guerre se termine, même s'ils ne travaillent pas avec l'armée démoniaque. Elle admet que le leader est inconnu, car les membres ne sont pas seulement des dirigeants de la guilde. Le groupe pourrait inclure des marchands d'armes et des taverniers qui profitent des aventuriers. Alan trouve la conspiration frustrante, mais reste déterminé. Il dit à Mélissa qu'il empêchera quiconque de nuire à son objectif 2. Il lui demande comment les autres cibles gèrent ces tentatives d'assassinat, poussant Mélissa à défendre maladroitement son statut d'aventurière prometteuse avant d'expliquer leurs mesures de défense. Plus tard, une vague d'énergie magique enveloppe chaque aventurier dans le château céleste, les téléportant au sol. Ce déplacement laisse la foule confuse, réalisant que quelqu'un a conquis le donjon. Leur choc se transforme en incrédulité lorsqu'un panneau d'annonce apparaît dans le ciel, déclarant que le groupe d'Alan et Mélissa a vaincu le boss. Le nom de Mélissa est reconnu comme celui d'une sorcière de haut niveau, mais les spectateurs sont perplexes face à un second nom, doutant qu'un duo puisse nettoyer une zone pour de grands groupes. Heureusement, le duo apparaît devant la foule. En marchant vers la ville, Mélissa demande comment Alan compte descendre d'une telle hauteur, puisqu'il ne remplit pas les conditions pour le rituel de téléportation. Il reste imperturbable, suggérant de fabriquer un parachute pour gérer la chute. Avant de partir, ils sont assaillis par une foule d'aventuriers de haut niveau venus célébrer la victoire. Ces vétérans sont stupéfaits qu'une équipe de 2 ait atteint les étages supérieurs et couronnent rapidement Mélissa comme une célébrité. Mélissa essaie d'abord de profiter de la gloire, mais elle pointe Alan pour expliquer qu'il a réellement porté l'équipe. Cependant, quand la foule voit son statut de crafté niveau 27, elle réagit avec moquerie et scepticisme. Il voit le crafté comme un job nul et doute qu'un novice ait pu faire ça. Voyant tous ces regards de haut rang, Alan réalise que c'est une occasion parfaite de promouvoir ses armes, mais il décide de ne pas le faire, car se faire remarquer attirerait l'attention du roi démon et compliquerait son leveling. Il dit à la foule un mensonge, affirmant que Mélissa a vaincu le dragon seul pendant qu'il était là pour gérer des détails mineurs. Mélissa est surprise par cette humilité soudaine, mais réalise qu'il lui donne le crédit pour se protéger. Elle accepte les éloges de la foule, même si elle se sent gênée de réaliser qu'elle était juste là pour suivre le mouvement. Une fois dans la capitale royale, les deux se préparent à se séparer. Mélissa veut échanger des pierres à la guilde, mais Alan va à l'auberge. Il garde ses pierres pour ses inventions. Leur adieu brusque blesse la fierté de Mélissa. Elle admet qu'elle trouve injuste d'avoir reçu l'objet qu'elle voulait tout en ne donnant à Alan que des informations vagues sur ses ennemis. Elle déteste se sentir redevable et jure d'enquêter sur les restes du roi démon aussi minutieusement que possible. Elle lui dit de faire attention et veut chasser ensemble encore, promettant en riant de le porter. Alan s'éloigne, Mélissa le regarde, réalisant qu'un crafté de niveau 27 l'a porté. Malheureusement, la paix de la capitale est de courte durée. Les instincts aigus de Mélissa détectent une montée de sang-froid des ombres. Un assassin masqué sur un toit tend un arc et tire une flèche vers le dos d'Alan. Mélissa crie un avertissement juste au moment où le projectile traverse la rue animée. Notre héros, ayant aiguisé ses réflexes, effectue une esquive rapide.
L'assassin, stupéfait, disparaît dans les toits avant que Mélissa puisse le poursuivre. Ce moment de tension montre que la faction d'ombre de la guilde devient. Cette prise de conscience le pousse à reconsidérer une méthode de Mélissa pour gérer les menaces. Il dit à Mélissa qu'il gérera à sa façon, mais admet qu'ils sont membres du groupe. En marchant seul, Alan repense à son passé. Dans le jeu original, il était un joueur solitaire qui voyait les compagnons comme un fardeau. Mais après Emma et Mélissa, il pense que des alliés ne sont pas si mal. Il écarte vite cette pensée, son attention sur les assassins. Le lendemain, sa quête le mène à une grande entrée sous une bannière rouge et or. Malgré sa préférence pour le jeu solo, l'interférence des restes du roi démon l'a finalement poussé à chercher l'endroit qu'il n'aurait jamais pensé visiter, l'association des clans. L'histoire revient à hier, juste après la défaite du dragon cristallin au château céleste. Dans le couloir, Mélissa parle de l'urgence de mesures contre les assassins d'Alan. Elle propose de rejoindre un clan d'aventuriers pour se protéger. Bien qu'ils connaissent les clans, ils se demandent comment un groupe peut stopper des tueurs. Mélissa explique que dans le règne animal, un grand groupe est plus sûr. Elle recommande une organisation puissante, car les grands clans ont des liens influents. Cela attire l'attention du héros, qui se souvient que les dirigeants de la guilde avaient mentionné leur clan préféré. Rejoindre un groupe lui assurerait protection et infos sur ses ennemis, il suit donc son conseil. De retour, Alan arrive à la salle d'association des clans. En regardant les stands, il se demande comment trouver un groupe qui lui convienne. Sa présence ne passe pas inaperçue, les passants chuchotent sur sa réputation. Bien qu'il soit niveau 27, il est devenu célèbre pour avoir battu le record de la mine des loups et nettoyé le château céleste avec Mélissa. Notre héros ignore l'attention et se concentre sur les bureaux d'accueil. Il remarque que chaque clan a un type spécifique, comme la conquête pour nettoyer les donjons ou d'autres axés sur la défense, le social, la soumission et la collecte. Il existe aussi des types généraux. Bien que la conquête et la soumission soient populaires, Alan reste indifférent aux préférences des autres. Sa recherche est interrompue par un homme aux cheveux en pique, Max, qui se présente comme le leader des Gaziel, un clan de conquête de rang B, et demande aux jeunes artisans de leur prêter sa force. Avant qu'Alan ne réponde, un homme blond d'un clan général de rang B, les Tigers, intervient, arguant qu'un groupe polyvalent offrirait une meilleure expérience. Les deux leaders se disputent pour le recruter. Ce spectacle attire une foule de recruteurs qui se poussent pour s'approcher du prétendu génie. Bien que certains soient sceptiques, d'autres croient qu'il doit avoir un puissant secret. Une femme aux cheveux rouges essaie de l'attirer avec des expériences alléchantes, tandis que d'autres se vantent de leurs rangs élevés. Le chaos force Alan à reculer et à demander le silence. Il les remercie pour les invitations, mais déclare qu'il est uniquement intéressé par un clan de défense de rang A ou supérieur. Cette exigence choque la foule, car ces clans sont connus pour leur nature stricte. Notre protagoniste a une raison logique pour ce choix, car les groupes de défense ont des liens directs avec des fonctionnaires, ce qui en fait la source idéale pour rassembler des infos sur la faction des ombres. De plus, il prévoit d'utiliser les missions de défense pour distribuer ses armes modernes dans diverses villes pour une expérience passive. Il avertit les recruteurs que s'ils ne respectent pas ces conditions, il n'est pas intéressé. Alan craint d'avoir été trop exigeant. Flynn, en armure, s'approche et se présente comme le maître des gardiens sacrés, un clan A. Alan est impressionné de voir que Flynn est niveau 378, un niveau rarement atteint. Flynn le regarde sérieusement et l'avertit que leur discipline est stricte et sans traitement de faveur. Se remémorant le conseil de Mélissa qu'un essai serait une bonne façon de tâter le terrain, Alan accepte de rejoindre temporairement. Flynn trouve cela acceptable et envoie une invitation via l'interface numérique. Notre héros clique sur accepter et rejoint les gardiens sacrés. Flynn l'emmène au siège du clan, une grande maison blanche dans la capitale. Dans un bureau calme, le leader explique les règles du clan de défense. Il confirme que leur mission principale est d'intercepter l'armée du roi démon dans divers établissements. Cependant, Alan est déçu d'apprendre qu'il fonctionne en groupe de 3 membres de niveau similaire. Cela le frustre, car être lié à un groupe de bas niveau ralentirait sa progression.
Flynn explique que les devoirs d'Alan seront limités à patrouiller jusqu'à ce que son niveau augmente. Cette situation met Alan dans une position difficile. Les patrouilles n'offrent aucun point d'expérience et marcher dans les rues le rendrait vulnérable aux assassins qui ont essayé de le tuer la veille. Il réalise qu'il ne peut pas travailler dans ces conditions, mais quitter ne résoudra pas le problème de la faction des ombres. Il conclut qu'il doit participer à des missions de défense de haut niveau pour rester en sécurité et progresser. Alan regarde Flynn et demande audacieusement à contourner la phase de patrouille. Quand Flynn insiste sur les règles, il propose une façon de prouver sa force. Il défie le maître à un duel, déclarant que s'il gagne, il doit obtenir une exception aux règles. Flynn le regarde calmement, admirant son enthousiasme, mais refuse le défi, n'y voyant aucun avantage. Il suggère qu'Alan participe aux activités normales du clan pendant une semaine avant de revenir à la conversation. Alan ferme les yeux en résignation, décidant qu'argumenter est inutile. Il accepte les conditions mais se rappelle que comme c'est un essai, il est prêt à partir si ça ne lui convient pas. La conversation est interrompue par un coup à la porte signalant l'arrivée des membres du groupe. Flynn les présente comme Naoki et Ina, un duo de lancers. Naoki est un aventurier de niveau 55 qui salue le nouveau venu avec une attitude confiante, tandis qu'Ina, de niveau 40, lui offre un sourire chaleureux. Notre héros est sceptique quant à ce duo, car les membres d'un groupe partagent généralement des niveaux similaires, mais Flynn explique qu'ils sont les moins bien classés du clan A. Naoki examine Alan et se moque, demandant si le rookie va bien, notant qu'il a l'air faible. Ina essaie de tirer son partenaire par l'oreille pour s'excuser, mais la tension augmente quand les lancers voient le statut d'Alan. En réalisant qu'il est un artisan de niveau 27, Naoki rejette la profession comme un mauvais choix. Heureusement, Ina reconnaît le nom et demande s'il est le même Alan qui a nettoyé le château céleste avec Melissa. Naoki est stupéfait, mais Flynn rit et admet que cet exploit est impressionnant. Lorsque notre héros demande si le maître n'était pas au courant de son identité, Flynn explique qu'il a juste aperçu l'agitation à l'association des clans et a décidé de le recruter à cause de l'attention qu'il recevait. Ina est ravie de s'associer à quelqu'un de célèbre, mais Naoki reste sur la défensive, minime. Naoki bouscule Alan et lui dit avec arrogance que c'est sa seule chance d'admettre sa faiblesse. Le protagoniste, agacé, décide de flatter le senior pour s'en sortir. Il lève les mains en soumission aimant, disant que Melissa a dominé le donjon. Cela flatte Naoki, qui dit au junior de ne pas s'en faire avant de partir avec le groupe. Flynn les observe, pensif. Il sait qu'Alan ment, car il est physiquement impossible pour un joueur de niveau 27 d'atteindre le château céleste sans méthode unique. Il conclut qu'un aventurier qui rend l'impossible possible est bien plus qu'un simple parasite. Le groupe arrive à la forêt des Trans, zone pour niveau 35. Alan se rappelle qu'il évitait cet endroit dans le jeu original à cause des faibles points d'expérience. Ina dit que la forêt est pleine de Trans, des monstres qui imitent les arbres, donc difficiles à repérer. Cependant, les instincts d'Alan lui permettent de détecter une menace avant les vétérans. Il les avertit de faire attention à leur gauche quand un Tran de niveau 35 apparaît avec des yeux rouges. Le groupe esquive l'attaque et les lancers coordonnent leurs mouvements. Alan observe comment les aventuriers se battent en équipe. Naoki sourit et demande au novice son avis. Alan répond que ce n'est pas mal. Cet éloge met Naoki en colère, mais Ina lui dit de se concentrer alors qu'ils achèvent le premier monstre. 3 autres Trans émergent des ombres. Naoki pense que c'est le moment pour le rookie de prouver sa valeur, promettant de le soutenir si ça tourne mal. Alan est rassuré et se prépare. Une énergie bleue entoure sa main, il active sa compétence. Une mitrailleuse noire apparaît, choquant ses partenaires. Alan se dit qu'il pourrait fabriquer une lunette thermique, mais il est plus rapide de raser toute la zone. Il tire et la forêt s'embrase. Le volume de la rafale abat les arbres et vaporise les monstres. Alors que la poussière se dissipe, Alan se tient avec son arme fumante et dit calmement à son aîné qu'il a géré la situation. Ina est émerveillée par la destruction tandis que Naoki est pâle de terreur, essayant de faire le dur en disant que c'est un bon travail pour un débutant. Un homme émerge des arbres avec un sourire maniaque. C'est Lucas,
le tyran de l'ancien donjon, et il dit avoir enfin retrouvé Alan pour un affrontement. Notre protagoniste regarde son ancien rival avec une expression désintéressée. Quand Alan demande qui il est, Lucas tremble de rage, hurlant à plein poumon. Il désire désespérément être reconnu, rappelant au groupe qu'Alan l'a humilié à la mine de loup. Notre protagoniste reste calme, questionnant comment battre un record peut être embarrassant pour quelqu'un d'autre. Cette attitude désinvolte pousse Naoki et Ina à observer de loin, mal à l'aise face au comportement de l'homme. Pour prouver sa supériorité, Lucas affiche une boîte de statuts montrant qu'il a atteint le niveau 73. Alan réalise que Lucas a monté de niveau 8 fois en une semaine. Il note qu'une telle progression est incroyablement efficace. Lucas prétend que cet effort était pour le battre. Mais notre héros trouve le combat inutile. Il souligne qu'ils ne sont pas dans un donjon, donc pas de compétition sur les temps. Lucas sort son épée, exigeant un duel. Quand Alan demande des nouvelles de ses anciens coéquipiers, Lucas rit et explique qu'il a laissé ses boulets pour se concentrer sur sa vengeance. Naoki et Ina trouvent cela dégoûtant, mais Lucas les fige avec un regard rougeoyant. Notre protagoniste accepte le défi, même s'il pense qu'un duel lui donne trop d'avantages. Il matérialise un pistolet, mais Lucas éclate de rire. Ayant menacé des gens à la mine du loup, Lucas croit connaître le secret de l'arme. Il dit que les armes ne touchent que les monstres, inutiles contre les humains. Il se moque d'Alan, suggérant une épée. Sans hésiter, notre héros tire. La balle frôle l'oreille de Lucas, éclaboussant de sang et laissant le bully en état de choc. Alan se tient au-dessus de lui, pointant le canon fumant tout en disant que l'intelligence de l'homme est dépassée. Heureusement, la balle n'était qu'une égratignure. La terreur le fait s'effondrer, se tenant la tête. Alan se tient au-dessus, promettant que le prochain tir le touchera s'il ne s'en va pas. Cette menace fonctionne et le bully se relève, courant dans les bois en hurlant un avertissement. Le pistolet se dissout en énergie bleue, Naoki est incrédule qu'un niveau 27 puisse ignorer un niveau 73. Ina regarde Alan, les yeux pétillants et rougissantes, le trouvant très cool. Ce changement laisse Naoki choqué et jaloux. Le groupe avance plus profondément dans la forêt pour trouver le roi Trint. Ina saute aux côtés d'Alan, le louant pour sa fiabilité et prouvant que les artisans peuvent être forts. Alan note que le métier a des particularités, mais lui correspond parfaitement. Quand il demande à Ina pourquoi elle a choisi d'être lancée, elle commence à rougir. Naoki, jaloux, craint que la nouvelle venue ne lui vole son ami d'enfance. Pour éviter de renforcer leur lien, Naoki se jette entre eux et demande à Ina de se concentrer. Il attrape ensuite Alan et l'entraîne dans les arbres pour une réunion privée, laissant Ina confuse assise par terre. Naoki révèle que la réunion n'était qu'une excuse. Il tombe à genoux et baisse la tête, suppliant Alan de rester éloigné d'Ina. Il avoue avoir des sentiments pour elle et que la performance d'Alan rend difficile pour lui de se démarquer. Notre garçon soupire d'épuisement, trouvant le drame pénible. N'ayant aucun intérêt pour la romance, il décide d'aider les deux à se mettre ensemble rapidement pour retourner à son travail. Il propose de faire semblant de lutter lors du prochain combat de boss, permettant à Naoki d'intervenir. Naoki est ravi et essaie de prendre Alan dans ses bras, mais celui-ci le repousse. En atteignant une clairière, ils font face au roi Trint, un boss avec 3 yeux et une barbe de mousse. Ina est inquiète, mais Alan leur dit de rester en arrière. Il active son talent de craft pour matérialiser un fusil d'assaut, ajustant la puissance à un niveau 5. Il pense que ce n'est pas 0, mais assez faible pour agir. Naoki et Ina sont impressionnés par la nouvelle arme, mais quand Alan tire, les balles ne causent aucun dégât visible. Il joue une performance dramatique, agissant comme si les réglages étaient cassés. Voyant son ouverture, Naoki rugit et charge avec une expression héroïque. Il dit à Ina de regarder et déchaîne des coups de lance qui taillent le bois du monstre. Ina est émerveillée et rougit devant son talent, tandis qu'Alan observe avec un air ennuyé. Il pense que cela prendra du temps, mais Naoki devrait finir. Naoki, trop confiant, provoque le boss. Il atterrit sur une racine et le sol se fissure. Le roi Trint frappe avec son bras en bois, écrasant Naoki face contre terre. Notre héros regarde déçu, réalisant que son partenaire a échoué. Le monstre rugit de rage et lève son bras pour écraser Naoki, qui ne peut que crier pour sa vie. Comme son partenaire est impuissant, Ina regarde en tremblant de terreur. Alan observe et décide qu'il a assez vu. Il trouve le spectacle difficile à supporter et active son talent de craft avec un regard sérieux.
Une énergie l'entoure alors qu'il matérialise un lance-roquettes noir. Une énorme explosion suit, engloutissant le roi Trint et illuminant la forêt d'un éclat de feu. Cette destruction laisse Naoki et Hina en état de choc. Alors que la fumée se dissipe, le boss a disparu, ne laissant qu'une pierre magique verte. Notre garçon s'approche de Naoki qui tousse et vérifie son statut, notant que la victoire l'a fait monter au niveau 28. Il demande si son partenaire peut se lever. Naoki crie. Hina court vers Alan, le saisit, yeux brillants, voulant savoir comment un niveau 28 a tué ce boss. Cette proximité met Naoki en rage. Il se lève, tremblant. Il prétend maîtriser la situation et demande aux autres de ne pas intervenir. Alan hausse les épaules et s'excuse pour clore. Cependant, Hina se retourne contre Naoki avec rage, l'insultant de crétin pour avoir été impoli envers celui qui vient de lui sauver la vie. Les jeunes lancés se chamaillent jusqu'à ce qu'Hina se tourne vers Alan avec un regard inquiet. Bien que notre garçon trouve les cris extrêmes, il comprend que Naoki est juste un gars maladroit essayant de se donner un genre devant la fille qu'il aime. Pour apaiser les choses, Alan dit à Hina que la victoire appartient à Naoki. Il ment en disant qu'il a seulement porté le coup final, le seigneur ayant déjà acculé le monstre. Cela fait sourire Naoki, soulagé et réhabilité. Mais malgré cette tentative de rehausser sa réputation, le plan échoue. Hina sert Alan, le trouvant humble et mature de donner le crédit. Éprise, elle lui propose un dîner seul, ce qui fait que l'esprit de Naoki quitte comiquement son corps, vaincu. Notre héros trouve le drame pénible en rentrant. Le groupe va au QG de la Holy Guardian Clan pour faire le point avec Flynn. Hina raconte comment Alan a vaincu le boss et chassé un bully de niveau 3. Flynn note que la guilde a un dossier sur Lucas pour ses ennuis. Le maître conseille à Alan d'utiliser le nom du clan comme dissuasion, ce qui lui révèle le pouvoir d'une grande organisation. Flynn félicite l'équipe. Hina propose une fête pour Alan, mais le maître refuse, trop occupé. Hina insiste pour dîner seul avec Alan, au grand désespoir de Naoki. Avant de partir, Flynn les arrête et Hina reçoit une demande spéciale pour le lendemain. Un client a choisi Alan pour une mission. Hina est impressionnée, mais Flynn précise que ce n'est pas un travail de défense habituel. Lord Olivia de Bindale veut qu'Alan distribue ses armes uniques, des fusils selon Hina, aux habitants. Flynn n'a jamais entendu parler de cette technologie. Bien que la mission soit étrange, Alan accepte tout de suite. Distribuer les armes est une chance d'acquérir beaucoup d'expérience passive via les batailles futures. Il confirme son adhésion au clan, mais une pensée le rend suspicieux. Il trouve étrange qu'un seigneur d'une ville lointaine connaisse un membre d'essai niveau 28. Il demande à Flynn comment le client a su sa position. Flynn minimise, disant que le seigneur a sûrement vérifié le registre des membres. Alan dit à Alan de demander à Lord Olivia s'il est vraiment curieux. Les deux hommes se regardent avec méfiance. Notre héros note que l'information sur ses mouvements circule vite pour quelqu'un de son rang. Bien qu'il accepte de finir la mission parfaitement, il sent que quelque chose ne va pas. En traversant la capitale au coucher du soleil, Alan réfléchit au timing de la nomination et se demande si Flynn fait partie de la faction des ombres. L'histoire se poursuit dans la ville fortifiée de Bindale, cadre de la prochaine étape. Alan et son équipe sont téléportés sur un chemin de pierre où deux compagnons réagissent avec excitation à leur arrivée. Près des remparts, le groupe décide d'entrer immédiatement pour commencer leur mission. En entrant dans les rues larges, notre héros remarque un manque troublant de circulation piétonne et réalise que tous les magasins sont fermés. Ce sentiment d'inquiétude grandit en voyant plusieurs soldats armés affalés, épuisés. La gravité de la situation devient claire lorsqu'un soldat sur un mur élevé crie un avertissement pour que le groupe regarde derrière eux. Un énorme lézard géant de niveau 55 sort du sol, choquant Hina, car un monstre de classe boss a infiltré la ville. Alors que la créature se jette en avant, Alan bondit pour éviter l'attaque. En l'air, il active son pouvoir, l'énergie apparaît. Un lance-roquettes noir se matérialise et il note calmement qu'attaquer en téléportation viole l'étiquette. Notre héros tire en vol, déclenchant un feu massif qui touche le lézard et provoque une énorme explosion. Il atterrit sur un genou alors que le monstre est vaincu d'un seul coup, laissant les soldats et ses compagnons incrédules face à la puissance de l'arme. Bien qu'Hina soit impressionnée,
la célébration est interrompue par une volée d'oiseaux de niveau 40, les gastromus debout, qui chargent à travers la fumée. Avant qu'Alan ne tire à nouveau, un homme à cheval surgit en brandissant une hallebarde. Cet homme tranche à travers les oiseaux d'un coup, projetant du sang. Le cavalier s'arrête et se présente comme Gordo, le capitaine de la garde royale, expliquant qu'il a été ordonné par Lady Olivia de recevoir le groupe d'Alan. Le protagoniste voit le statut caché du capitaine et suit son geste vers une voiture ornée. Naoki et Ina, émerveillés, pensent que cela montre les attentes sur leur ami. Gordo confirme que les finances de la ville sont au bord de l'effondrement à cause de la guerre prolongée. Il révèle que Lady Olivia mise sur les armes modernes qu'Alan peut créer pour briser l'impasse actuelle. En s'approchant de la voiture, notre héros se résout à répondre à ses attentes tout en se demandant où pourrait se cacher la faction des ombres qui le cible. La scène se déplace vers le siège de la Guilde des Aventuriers, où un cadre nommé Zinid est assis. Il examine un dossier avec une photo des 5 assassins morts, accompagné de rapports sur la contre-attaque d'Alan dans le désert. Les documents confirment que la cible a rejoint le clan des Gardiens Saints et est suivie vers Bindale. Zinid lève les yeux avec un regard sévère, notant que Bindale est trop loin pour leur surveillance. Il reconnaît qu'Alan est le seul capable de créer l'arme inconnue, le fusil, et décide d'agir avant que le jeune artisan ne devienne un obstacle. Les portes s'ouvrent pour laisser entrer un homme en costume jaune suivi d'une fille en salopette bleue. Zinid salue le nouvel arrivant, Hiroshi, le meilleur artisan du royaume avec un niveau de 175. Bien qu'Hiroshi soit une légende, Zinid est sceptique à l'égard de la fille, qui n'est pas la légendaire forgeronne Benjamin qui l'attendait. Annette, rousse, se dit fille de Benjamin et forgeronne niveau 13. Elle prétend égaler son père. Benjamin la soutient, Zinid accepte donc le briefing. Zinid pose un AK-47 sur la table et demande au duo d'analyser sa structure. Annette est frappée par sa forme étrange, et Hiroshi admet que c'est plus complexe que les images. Le maître artisan prend le fusil pour examiner ses mécanismes, notant sa capacité de 30 cartouches et qu'il se désactive quelques secondes lors de son chargement automatique. En le comparant à une arbalète, Hiroshi tire et déclenche des tirs rapides qui anéantissent une cible d'entraînement. Il rit de joie devant la cadence de tir. Mais lui et Annette pensent que le créateur doit être à un niveau très élevé pour réaliser cela. Zinid garde une expression froide et brise leur supposition en révélant qu'Alan n'était qu'à 15 lorsqu'il a créé l'arme. Cette nouvelle choque Hiroshi et Annette, qui ont du mal à croire qu'ils pourraient obtenir de tels résultats. Zinid insiste sur le fait que c'est un fait et leur commande de créer un duplicata, expliquant qu'une version inférieure serait utile tant qu'ils comprennent la structure. Comme la puissance d'une arme dépend du niveau du créateur, Annette réalise que si Hiroshi fait une copie, la puissance d'attaque sera plus de 10 fois supérieure à celle d'Alan. Hiroshi esquisse un sourire sinistre, trouvant l'effort intéressant. Avec l'analyse en cours, Zinid révèle son plan d'organiser une armée d'artisans pour produire ses armes, tout en déclarant froidement qu'il fera tuer Alan. À l'intérieur du manoir gothique de la ville frontalière, Alan et ses coéquipiers sont conduits dans une salle d'audience pour rencontrer l'autorité locale. Une femme nommée Olivia est assise sur le trône. Elle se présente comme la seigneur de Bindale et accueille le groupe. Alors qu'Ina est nerveuse et ch. Il demande où commencer la distribution, mais Olivia veut d'abord une démonstration. En tant que chef, elle doit vérifier la sécurité et l'efficacité avant de les donner à son peuple. Alan lève la main, fait apparaître un fusil d'assaut. Olivia et ses gardes sont stupéfaits. Notre héros explique que, malgré la variété des armes, leur usage est simple. Pour démontrer la facilité d'utilisation, il vise soudainement le fusil vers Naoki et tire, le criblant de balles. Bien que Naoki tombe en arrière dans une panique et crie de colère, Alan reste parfaitement calme. Il explique qu'il a délibérément placé une restriction sur l'arme pour qu'elle ne cause aucun dommage aux humains, notant avec un humour c'est que Naoki était tout simplement trop facile comme cible à manquer. Olivia est impressionnée, voyant que ces armes permettent aux civils de combattre sans risque. Elle imagine son peuple tirant des murs, allégeant le fardeau des soldats. Ina s'inquiète que le seigneur implique des civils, pensant que les clans de défense suffiraient. L'expression d'Olivia devient grave en expliquant la dure réalité.
L'armée du roi démon attaque souvent, donc la ville doit être prête. Les coûts pour engager des clans de défense sont énormes et, malgré les subventions, les finances sont épuisées. Alan explique à Ina qu'il n'y a presque plus d'argent, rendant la reconstruction urgente. Ina est impressionnée par son vocabulaire, ce qui la fait rougir, tandis que Naoki grogne de jalousie. Alan coupe court, notant qu'il ne peut fabriquer que 99 armes à la fois et veut maximiser son efficacité. Olivia les dirige vers un point de distribution et reçoit le fusil d'Alan en cadeau. 191 chars. Pendant que le groupe est emmené par un garde, Olivia et son capitaine Gordo restent pour discuter. Ils peinent à croire qu'un niveau 28 puisse produire un équipement si performant, soupçonnant Alan d'un truc secret. 191 chars. Olivia réfléchit à l'intérêt des dirigeants de la guilde pour le garçon, notant que sa puissance d'attaque est élevée pour quelqu'un sans équipement. Elle se demande si Alan pourrait être le vaisseau destiné à vaincre le roi démon. 215 chars. La scène passe à la place centrale, où les habitants s'affairent autour de caisses de fusils et lance-roquettes. Certains doutent de pouvoir les utiliser, mais les bonnes stats leur donnent espoir. En mangeant de la pizza, la main d'Alan brille d'un mana bleu et il fabrique des armes, un multitâche que Naoki trouve incroyable. Ina demande pourquoi il ne porte pas d'accessoires, notant que sa puissance de feu augmenterait s'il boostait ses stats. Alan a une puissance d'attaque de 56, ce qui fait réaliser à Ina que sa force est déjà si élevée que l'équipement semble superflu. 218 chars. Naoki jalouse cette indifférence, mais Alan le corrige. Il se fiche des boosts d'attaque, mais veut des accessoires défensifs contre poison, paralysie et autres maux. Il se rappelle que mourir ici est définitif, donc il doit vite prioriser l'équipement de survie. Un grondement soudain secoue le bâtiment. Un soldat déboule dans la taverne, paniqué, annonçant que l'armée du roi démon attaque. Ses coéquipiers sont choqués, mais Alan reste calme, prêt à tester ses armes. Dehors, devant les murs de Biandal, une horde ennemie s'étend dans la vallée. Sur les remparts, Alan prépare des habitants armés pour la bataille, étonnant un groupe d'aventuriers rivaux. Une femme en chapeau de sorcière et un homme en gilet marron se moquent, pensant Alan et ses amis novices. Le jeune artisan ignore et entraîne un habitant au lance-roquettes. Ses partenaires acclament, mais le sourire de la sorcière disparaît en découvrant qu'ils sont des gardiens saints. Le grand homme reste méprisant, traitant Alan et ses amis de profiteurs. La sorcière trouve que le crafté de niveau 28 est celui qui l'inquiète. Elle peine à croire qu'un joueur de bas niveau puisse être important. Pendant ce temps, notre héros observe le nombre d'ennemis en bas. Il voit que les monstres sont niveau 50, menaçants pour une défense normale. Le capitaine en armure argentée commande de préparer les attaques à distance. Alors que les habitants alignent leurs lance-roquettes, la sorcière et un archer préparent leur magie et flèches. Le capitaine crie pour donner le feu vert. Avec Alan distribuant des armes puissantes, la volée crée d'énormes éclats de bouche. 223 chars. Une série d'explosions déchire l'armée ennemie au pied du mur, vaporisant la moitié des forces adverses. Dans la fumée, Alan et Ina tous, abasourdis par cette puissance destructrice. Ce massacre fait monter notre héros du niveau 28 au 30. Le capitaine, choqué, comprend que la moitié de l'armée a été détruite. Un habitant s'approche d'Alan pour demander s'ils peuvent utiliser les armes à nouveau, et notre héros souligne que l'équipement est déjà rechargé. Il les encourage à donner aux monstres un nouvel avant-goût de leur puissance. 198 chars. Il fête la fin de la peur du roi démon grâce à ses armes. Les aventuriers rivaux sont muets devant le carnage. Le capitaine serre les dents, en sueur, reconnaissant que bien qu'il savait que les armes étaient puissantes, leur capacité de nettoyage en groupe dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Notre héros note que quelques échappés s'approchent encore. 199 chars. Il demande des ordres. Le capitaine dit aux habitants de se retirer pour que les soldats gèrent les traînards. Les archers tirent, mais la sorcière et son équipe, assises contre les remparts, n'ont plus rien à faire. Le capitaine lève le poing et proclame un triomphe sans perte. Les villageois entourent Alan pour le remercier, mais Ina voit qu'il est malheureux.
Il avoue avoir raté une chance de monter de niveau. Ina est confuse, il a gagné 2 niveaux, mais Talon dit qu'il aurait dû en avoir 10 sans limite. Ina se souvient de l'épreuve à la capitale. Puisque le système empêche les aventuriers de dépasser le niveau 30 sans passer ce test, toute cette expérience potentielle a été perdue. Notre héros regarde les pierres magiques sur le champ de bataille, regrettant qu'une telle opportunité ne se reproduise pas bientôt. 219 chars. Ses pensées sont interrompues lorsque leur Olivia s'approche et applaudit. Tandis que le grand homme fixe le seigneur, la sorcière le gronde. Olivia parle avec son capitaine, choquée que là. Elle remarque que les armes utilisées par les habitants sont différentes de celles qu'elle a reçues, et Alan précise qu'il les a spécialisées pour des dégâts de zone afin de s'adapter à la situation défensive. Olivia est très satisfaite et fait une annonce audacieuse. Les habitants peuvent se défendre, elle met fin au contrat des autres clans sauf celui des gardiens saints. Elle triple aussi leurs frais comme paiement pour les armes, ce qui fait célébrer Ina et Naoki. L'homme du clan rival supplie de reconsidérer, disant que son groupe ne survivra pas sans travail. Olivia, menaçante, demande froidement si sa survie la concerne. Elle dit que les coups ruinent la ville, donc il faut couper les groupes inutiles. Les habitants crient aux aventuriers qu'ils volent les taxes. Le grand homme a honte, mais Olivia paie leurs frais de téléportation. Quand le groupe rival part, il lance un regard haineux. Ina et Naoki culpabilisent d'avoir pris le travail des pros, mais Olivia les rassure. Elle dit que si les autres clans perdent, Alan a ramené paix et sourire à une ville en difficulté. Elle l'encourage à continuer d'apporter ses sourires. Pendant que les compagnons répondent avec enthousiasme, le grand homme du clan rival transpire de rage. Il réalise que si Alan répand ses armes dans d'autres villes, toute son industrie s'effondrera. Notre héros marche sur les remparts, pressé de finir et de rentrer pour son procès. Soudain, le grand homme arrive et demande à voir une arme. Avant qu'il réagisse, l'homme le pousse du mur. Olivia, horrifiée, voit l'artisan disparaître. L'homme regarde en bas et rit, sûr que la chute tuera le héros et empêchera la circulation des armes.